savez, comme j'aime tout ce qui entoure le monde de la justice, j'aime comprendre le système, j'aime savoir qui fait quoi, à quel moment. Je trouve qu'on a un système de justice qui est quand même très bien bâti, très bien protégé, avec plein d'étapes là, et des étapes sérieuses. Évidemment que, un peu comme dans tout ce qui est au Québec, il manque souvent de jus de bras, il manque de ressources, il manque de monde. Souvent, ce qui n'est pas le cas des criminels. Hein. Criminels, on n'en manque pas. Là. J'ai checké, il n'y avait aucun emploi affiché. Cherchons criminels, là, je ne l'ai pas vu, celui-là. Okay. Mais cherchons avocat de la défense, cherchons avocat du DPCP. Et autres membres de l'appareil judiciaire, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans. On le soupçonne peut-être pas beaucoup d'ailleurs. Greffier, tout ça. Oui, constables spéciaux. Exact. Puis, à chaque fois qu'on nomme un nouveau juge, souvent, on l'a pigé soit dans les avocats de la défense, mais généralement dans le DPCP. Fait que là, on se ramasse avec un trou peut-être inattendu, puis des fois, ça peut être plus qu'un et tout ça. Alors, on est vraiment chanceux aujourd'hui de recevoir, il est le procureur et au directeur des poursuites criminelles et pénales et porte-parole également du DPCP, ici dans la région de Québec, Maître Lucas Bastien. Maître Bastien, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que on parle, nous, souvent avec des avocats de la défense. On parle beaucoup avec la police. Vous, vous avez le dernier mot à dire suite à des enquêtes, à des résultats d'enquête. C'est vous qui avez à trancher. C'est une lourde tâche comme avocat du DPCP. Là. Bien, effectivement, à partir du moment qu'une enquête est complétée ou que les policiers nous soumettent un dossier, c'est le DPCP, c'est les procureurs qui doivent les analyser et déterminer si on doit déposer des accusations et quelles accusations on doit déposer. OK. Donc, c'est un travail. Est-ce que c'est en collaboration avec la police à ce moment-là pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour mettre en accusation la personne? Définitivement. Alors, les policiers, souvent, dépendamment de la nature de l'enquête, parfois, c'est une enquête qu'ils vont être capables de compléter assez rapidement à leur niveau, qui est somme toute simple. Puis ensuite, ils vont soumettre leur dossier au procureur. Certains dossiers d'importance, là, avec plusieurs crimes, des longues périodes infractionnelles, on va souvent aller chercher les conseils juridiques d'un procureur. Alors, on a des procureurs qui peuvent donner des conseils pendant les enquêtes, des conseils juridiques, évidemment, et ce qui fait que finalement, l'enquête évolue vers une finalité qui nous permet souvent de déposer des accusations. Alors oui, c'est un travail de collaboration. Lorsqu'un dossier nous est soumis par les policiers, parfois, nous, on l'analyse. Hein? Puis une de nos responsabilités, c'est de s'assurer qu'on a toute la preuve, un dossier complet. Alors, si on pense qu'il manque des éléments, on peut faire des demandes de complément d'enquête aux policiers. Alors, on envoie une lettre dans laquelle on spécifie aux policiers, pouvez-vous aller chercher la déclaration de tel témoin? Avez-vous songé à obtenir des caméras de surveillance à tel endroit? Ça prendra un mandat de perquisition. Alors, on va compléter les éléments de preuve comme ça parce que si le dossier n'est pas complet puis qu'on dépose des accusations, mais la défense elle peut demander des nouvelles divulgations de preuves et ça crée des délais. Puis quand on pense à l'arrêt Jordan, on sait que c'est pas une bonne chose. OK. Est-ce que, par contre, parce qu'à ce moment-là, si vous demandez pas un délai, mais un complément d'enquête, là, on va arriver avec quelque chose qui vraiment... non, mais on n'est pas capable de le serrer comme il faut, là, le micro, tu tiens pas pantoute. OK. Ou lève juste le petit... Je m'excuse, là, c'est parce qu'on a un problème de support de micro trop âgé ici en studio. Je m'excuse, Maître Bastien. Est-ce que, quand vous demandez un complément d'enquête, ça oblige les policiers de libérer la personne qu'on voudrait accuser peut-être dans ce dossier-là? Mais ça dépend. Parce qu'il y a des crimes pour lesquels les policiers vont arrêter des suspects, puis d'autres pour lesquels ils vont attendre de compléter leur enquête pour arrêter. Alors, dépendamment du type de crime, parfois, les policiers, stratégiquement, vont dire, on va compléter toute notre enquête. On ne veut pas que le suspect sache qu'on l'enquête. Ça va nous permettre d'aller récolter certains éléments de preuve. Ça va peut-être faire aussi que ça va l'empêcher d'effacer ou de détruire des éléments de preuve. Alors, ils peuvent monter ce dossier-là et finalement procéder à l'arrestation après. Ils peuvent, dans des cas très graves comme des meurtres, des agressions sexuelles, procéder à l'arrestation tout de suite. Alors, il y a deux options pour les policiers. Puis c'est pas tous les accusés qui vont comparaître détenus, qui vont être amenés au palais de justice puis qui vont comparaître directement devant le juge puis pour lesquels on va s'objecter à la remise en liberté. Alors, il y a plusieurs manières de faire comparaître un accusé. On peut soit l'arrêter, les policiers l'arrêtent, l'amènent au palais de justice, on l'accuse, on le détient. Les policiers peuvent aussi venir nous demander de faire émettre des mandats d'arrestation. Alors, pour émettre un mandat d'arrestation, il faut qu'on dépose des accusations. Alors, ils viennent nous voir, ils nous disent « On recherche telle personne, c'est un fugitif, voici la preuve au dossier,
on dépose des accusations par voie de mandat d'arrestation, ce qui permet à tous les policiers au Québec de procéder à son arrestation. Puis il y a d'autres dossiers pour lesquels on n'a pas besoin de garder la personne détenue en attendant la suite des procédures. Parce que la règle au Canada, à cause de la présomption d'innocence, c'est que la plupart des gens doivent être remis en liberté en attendant les procédures. Alors, je dirais la majorité des dossiers, c'est comme ça. Alors, on peut les faire comparaître par d'autres méthodes. Alors, ça peut être une sommation, qui est une lettre qu'on envoie à la poste qui les oblige à venir à la cour pour répondre aux accusations. Ou encore, dans certains cas, il y a des promesses policières. Les policiers peuvent arrêter quelqu'un, lui faire signer une promesse d'être présent à la cour à une date ultérieure pour répondre aux accusations. Est-ce que dans ceux qu'on va garder détenus suite aux accusations, on parle évidemment de meurtre, mais y a-t-il des cas où, tu sais, parce que vous devez considérer l'opinion du public, hein, souvent avant de permettre ou d'acquiescer à une remise en liberté? Définitivement. Alors, quand les policiers nous amènent quelqu'un qui est détenu ou qu'on a fait émettre un mandat d'arrestation puis qui est arrêté et amené au palais de justice, il y a 3 raisons pour lesquelles on peut s'objecter à la remise en liberté d'un accusé. Le premier, c'est si on pense qu'il ne se présentera pas à son procès, qu'il va se sauver. Alors, on va regarder un peu son profil. On va regarder est-ce qu'il a déjà brisé ses conditions par le passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui habite normalement au Canada? Parce que quelqu'un qui est juste en vacances au Canada, il y a un risque qu'il se sauve par la suite puis qu'il ne réponde pas des accusations. Fait que ça, c'est le premier motif. S'objecter pour assurer la présence de la personne au tribunal. Le deuxième, c'est pour prévenir le risque de récidive. Alors, s'il y a une probabilité marquée que la personne va récidiver, surtout dans des crimes qui touchent des victimes, on peut s'objecter à la remise en liberté. Alors, quelqu'un qui commettrait la violence à répétition, des vols à main armée à répétition, la violence conjugale à répétition, à ce moment-là, ou qui brise ses conditions, on peut s'objecter à sa remise en liberté. Puis le troisième motif, c'est celui que vous mentionnez, c'est pour ne pas miner la confiance du public dans le système de justice. Alors, quand le crime est grave, qui frappe l'imaginaire, qui risque une longue... Très médiatisé, peut-être? Très médiatisé, ça peut jouer. Qui risque une longue peine d'emprisonnement quand ça met en cause l'utilisation d'armes à feu. Alors, tout ce qui est violence armée, là, de manière générale, les gens, le public s'attend à ce que la personne reste détenue en attendant la suite des procédures. C'est une question de protection du public, mais aussi, on ne veut pas miner la confiance du public. Ces crimes graves-là, on garde généralement les personnes détenues pour ça. OK. Au DPCP, avez-vous l'impression que vous avez les mêmes armes que les avocats de la défense, qui, eux, des fois, ont des budgets illimités. On sait, les groupes criminalisés, des fois, ont bien de l'argent pour se défendre. Ils ont leur bureau d'avocats déjà quasiment attitré. Est-ce que vous sentez que vous êtes à armes égales avec la partie adverse dans des cas de criminels notoires, entre autres? Mais je vous dirais que les ressources de l'État sont, de manière générale, beaucoup plus importantes que celles des criminels. L'État, il compte sur des services de police qui ont des techniques d'enquête uniques que seuls les policiers peuvent avoir, qui ont des fonds pour mener leurs enquêtes. Alors, on peut penser à de la filature, des perquisitions, de l'écoute électronique. Alors, les moyens de l'État pour enquêter les crimes sont immenses. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui fait le contrebalancier par rapport aux accusés. Au niveau de la divulgation de preuves, on a tellement de ressources pour monter les enquêtes, pour les mener, pour arrêter, pour questionner les gens, pour expertiser les cellulaires. On peut suivre les gens avec leurs cellulaires. Ça, c'est les policiers qui peuvent faire ça. Et ça, le contrebalancier de ça, c'est qu'il faut qu'on divulgue toute notre preuve. Parce que justement, l'État, c'est une machine qui a beaucoup de ressources pour enquêter des dossiers. Puis ensuite, au niveau du DPCP, dépendamment des dossiers de criminalité organisée notamment, on a un bureau spécialisé qui fait ce type de crime-là. C'est des équipes de procureurs généralement. Alors la réponse, c'est oui. Les ressources suivent et c'est adapté finalement à la nature du dossier puis aux enjeux. OK. Quand un cas, par exemple, ça représente une victime, on peut penser, prenons de quoi de fictif, là, une victime qui se dit victime d'agression sexuelle par un individu, elle rencontre la police, dépose sa plainte. Le procureur, lui, est pas en contact avec la victime. Et là, il doit, pour déposer des accusations, y aller aveuglément avec ce que le policier va lui dire, à savoir, est-ce qu'on porte des accusations, est-ce que la victime est crédible? Est-ce que, on a vu un cas là où il y a eu des acquittements justement hier. Alors, comment on vit ça quand on n'est pas en contact avec la victime directement? Mais dans les dossiers d'agression sexuelle, là, on est en contact avec la victime. Okay. Nos directives, là, puis moi j'en ai fait pendant plusieurs années, on reçoit le dossier d'enquête de police. Alors, on a les déclarations des témoins, on a de la preuve matérielle quand il y en a, on peut avoir des vidéos, on peut avoir même parfois des aveux d'un accusé. Ce qu'on fait, c'est rencontrer la victime avant même de déposer des accusations. Alors, on rencontre avec le policier. Okay. Ouais. Puis ça, le but de cette rencontre-là, là, c'est de déjà créer un lien, parce qu'on sait que forcément, là, venir raconter un dossier d'agression sexuelle, se confier à des gens, c'est difficile. Alors, on crée déjà un lien.
Puis, on s'assure de comprendre c'est quoi les attentes de la personne, lui expliquer c'est quoi le processus judiciaire. Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les mesures d'accompagnement? Est-ce que la personne peut témoigner derrière un paravent ou en télévision circuit fermé? Est-ce qu'elle a besoin d'un chien d'assistance? Parce qu'on a ça aussi. On a des chiens d'assistance qui peuvent être avec la personne. C'est surtout utile pour les enfants. Le réconfort, oui. Oui, pour le réconfort. Okay. Alors, ce sont des chiens qui sont formés pour ça, là, vraiment. J'ai envie de dire des chiens empathiques, mais presque tous les chiens le sont. Là, mais alors, ce sont des chiens d'assistance qui peuvent aider aussi. Alors, déjà, en ciblant les besoins de la personne, en lui expliquant le processus judiciaire, puis en mesurant aussi c'est quoi ses attentes, qu'est-ce qui est important pour elle, c'est sûr qu'on a une bonne idée. Puis on revoit généralement aussi les faits. Hein? S'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, s'il y a des besoins de clarifier certains aspects, bien là, c'est le policier qui va creuser ça ensuite. Est-ce que des fois, on devrait se demander si il y a de l'invention dans ça? Est-ce que vous avez cette crainte-là de vous faire remplir d'une histoire qui a ni queue ni tête? Ça doit être... C'est rare. Ça doit être rare. Il faut garder l'esprit ouvert. Hein? Comme procureur, il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai une preuve suffisante pour avoir une perspective raisonnable de condamnation? Il faut garder cette ouverture-là tout le temps, mais c'est très rare que ça arrive. Moi, il y a certains cas dans ma carrière où on a réalisé effectivement que ce qui avait été rapporté, c'était faux, mais c'est rare. C'est très rare. Puis les mécanismes qui sont mis en place, justement, nous permettent de valider ça. Les policiers, ils font des vérifications. Mais je vous dirais que 99% des dossiers, là, si c'est pas plus, les gens viennent ralentir. Il y a très peu... Il y a peu de motifs d'inventer des choses. Quand on sait le processus, que ça implique, l'investissement personnel, je vous dirais que... On peut pas faker ça. Là, non. Puis on filtre quand même, nous, les procureurs. Alors, il y a certains dossiers qui ne seront pas autorisés. On ne pourra jamais expliquer sur la place publique pourquoi, parce qu'il y a des règles de confidentialité. Mais il y a certains dossiers pour lesquels il y a des plaintes, qu'après enquête des policiers, on se rend compte que c'est pas fondé. Pas juste en matière sexuelle, mais dans d'autres matières aussi. Mais ça reste vraiment une minorité. Pas fondé ou peut-être qu'on n'a pas les preuves. T'sais, est-ce que ça arrive, ça, des fois, il y a eu un crime de commis, mais on n'a pas de preuves pour accuser la personne qu'on pense avoir commis le crime? Ben oui, ça existe. Il y a toujours deux choses à prouver. Hein? Est-ce que le crime a été commis, puis qui l'a commis? Alors, des fois, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a un crime qui a été commis, on a trouvé le corps porte des marques de violence, mais après ça, déterminer qui l'a tué, c'est un autre enjeu. Alors, oui, il faut être en mesure, lorsque le procureur analyse le dossier, il doit se poser deux questions. Littéralement, là, la première, c'est est-ce que j'ai une perspective raisonnable de condamnation? Est-ce que, finalement, j'ai une perspective de convaincre un jury hors de tout doute raisonnable de la culpabilité? Ça, c'est le premier volet. Puis ça, cette conviction-là, il faut la garder tout le long des procédures. Si on a des nouveaux éléments de preuve qui apparaissent en cours de procédure, puis qui nous amènent à penser que finalement, la personne ne l'a peut-être pas commis ou qu'on ne sera pas capable de se décharger de notre fardeau, bien, on doit arrêter les procédures. OK. Ça, c'est le premier volet. C'est important parce que parfois, en cours de procédure, bien, on a un accusé qui pourrait nous soulever une défense d'alibi puis dire, écoutez, le moment où vous dites que j'ai commis le crime, regardez, j'ai une preuve, j'étais au Mexique, puis voici ma preuve. Bien là... Vous seriez obligé d'arrêter les procédures. Oui, bien, tu sais, il y a deux grands pouvoirs discrétionnaires de la couronne, là. C'est déposer des accusations puis arrêter des accusations. OK. Puis c'est notre responsabilité pour représenter la justice. C'est dans l'intérêt de la justice qu'on fait ça, de dire si on pense qu'on n'aura pas de condamnation, là, on ne fait pas tout ça pour rien. Les ressources de l'État sont limitées, les ressources du système judiciaire sont limitées. Alors, si on n'a pas de perspective de condamnation... Il y a une perspective à combien? À 90 %? Donc, quand on vous présente un dossier, tu dis, OK, à 90 % je pense qu'on va réussir à le condamner. On y va. En bas de ça, on y va pas. C'est quoi le chiffre à peu près? Il n'y a pas de chiffre, hein? C'est une bonne question, mais il n'y a pas de chiffre. C'est vraiment, est-ce que avec la preuve, puis là, il faut analyser toute la preuve. Puis pas juste la preuve qu'on a, mais la preuve qui est admissible. Tu sais, des fois, on a des éléments de preuve, puis on dit ça, on ne pourra pas le déposer en salle de cour. Ça, tel témoin, elle me le dit, mais elle ne veut pas venir témoigner, puis on la forcera pas. Alors, il faut se poser toutes ces questions-là, puis se dire, est-ce qu'un jury ou un juge là, raisonnable qui se fait présenter ça, est-ce qu'il y a une chance raisonnable d'avoir une condamnation? C'est un peu ça. Tu sais, pour le vulgariser, il n'y a pas de chiffre, là, mais disons qu'on se dit, est-ce qu'on a une bonne chance, oui ou non? OK. Maître Bastien, moi, il y a quelque chose qui m'énerve de vous, là, de vous. Je parle du DPCP. Là. Puis je pense parler peut-être au nom de la population. On a l'impression, puis là, je dis que c'est de votre faute, puis là, vous allez me l'expliquer, que quand, par exemple, vous obtenez une condamnation, puis là, vous demandez une peine, puis là, on dit, ben voyons, Colin, il a agressé 14 personnes, puis il va pogner 3 mois, puis on sait qu'il va en faire rien qu'un, puis il va faire des fins de semaine. On est souvent déçus des peines demandées. C'est de votre faute ou pas? Mais dans le fond, là, il y a le droit, puis il y a les faits.
Nous, la seule chose qu'on fait là, comme procureur, comme avocat, comme juge, c'est regarder c'est quoi la preuve, puis c'est quoi le droit. Puis on applique le droit aux faits. On y va pas avec nos valeurs personnelles. On peut pas y aller non plus avec des préjugés favorables ou défavorables. Il faut vraiment regarder qu'est-ce que la loi dit. Puis ce que la loi a dit, c'est que tel type de crime commis dans tel type de circonstances par tel type d'individu, bien, ça vaut approximativement tel genre de peine. Si on veut... Ah, mais il y a un maximum. Pourquoi on n'est pas toujours au maximum? Bien, parfois, on va au maximum, mais ça va dépendre des circonstances. Mais c'est parce que, la question d'imposer une peine, là, je me souviens, on en avait parlé, mais c'est probablement l'exercice le plus difficile. Hein? Il faut mesurer tellement de facteurs. Hein, il y a des facteurs au niveau de, on veut punir. Il faut qu'il y ait une punition, il faut dénoncer le crime, mais il faut aussi regarder c'est quoi les perspectives de réhabilitation, c'est quoi le besoin de la société d'être en sécurité aussi, c'est quoi le profil, c'est quoi les conséquences du crime chez la victime. Il y a une myriade de circonstances, puis souvent, on considère beaucoup l'intérêt des victimes, ce qu'elles souhaitent. Puis les victimes, ce qu'elles nous demandent, c'est pas toujours la peine la plus sévère. Parfois, c'est vraiment... Une condamnation. Une condamnation ou la réhabilitation. En matière de violence conjugale, on essaye de créer des filets de sécurité aussi pour les victimes qui veulent retourner avec la personne qui est condamnée. Alors, il y a toutes sortes de considérations qui ne sont pas toujours dans l'œil du public, mais les décisions qu'on prend, c'est toujours dans l'intérêt de la justice, dans l'intérêt du public. OK. Est-ce que, vous parlez de crimes conjugaux là, ou de violences conjugales, on a vu l'apparition des bracelets anti-rapprochement. Vous avez l'occasion des fois d'exiger ce genre de produits-là. Oui. Êtes-vous content de l'efficacité? Vous en pensez quoi? Bien, il faut savoir que les bracelets anti-rapprochement, effectivement, c'est une belle percée, c'est une belle avancée, mais c'est juste une condition parmi toutes celles qu'on peut imposer. Puis c'est pas un gage à 100% qu'il n'y aura pas de récidive, mais effectivement, c'est un outil qui peut permettre de rassurer, mais qui doit être combiné à d'autres conditions. Le bracelet seul, c'est tel que tel, mais on peut imposer des couvre-feux, on peut imposer des thérapies, des interdictions de se trouver dans certains lieux, d'avoir des armes. Alors, c'est vraiment une condition parmi plusieurs, mais oui, ça a permis des belles avancées en termes de sécurité des victimes. Ça, c'est définitif. Quand vous imposez des conditions comme ça, est-ce qu'il y a du personnel pour s'assurer que c'est respecté? Mais le personnel, ça relève du ministère de la Sécurité publique, maintenant le ministère de la Sécurité intérieure. Alors ça, ceux qui vont surveiller, finalement, que ce soit en probation aussi, que ce soit en sursis, c'est des agents de surveillance, c'est des personnes qui relèvent. C'est pas la police? Ben, ça peut être... Ben, généralement, non. C'est pas la police qui va surveiller ça, mais il y a des ententes. Le ministère de la Sécurité intérieure, ça chapeaute la police, les services carcéraux, la probation. Alors, c'est toute la même équipe, je vous dirais, mais ils sont en lien. Évidemment, là, si on constate un bris et on a besoin de l'apport de la police, bien là, la police est contactée aussi. Là. Un procureur du DPCP, est-ce qu'il a à aller en prison, des fois rencontrer des gens contre à qui il va déposer des accusations? Avez-vous affaire à la prison de temps en temps? Ça arrive des fois que ce soit pour rencontrer des témoins de crimes. Quand un crime est commis en prison ou lorsque notre crime a été commis à l'extérieur, mais qu'un de nos témoins est maintenant en prison. Alors, ça peut arriver. Puis des fois, lorsqu'on a un accusé qui se représente seul, ben oui, il faut aller le voir à la détention du palais de justice pour lui parler, s'il a besoin de nous parler. Ou c'est toujours un peu particulier. Moi, je me suis déjà fait envoyer promener par des accusés qui ont fait le saut de voir le procureur de l'autre côté de la vitre. Mais des fois, ça se passe très bien aussi. Là. Alors, on peut négocier des fois. Bon, là, on a parlé de tout du premier processus, donc de mise en accusation, de condamnation, de la peine. Là, le juge, il décide non coupable. Fait que là, vous aviez pourtant un dossier solide, puis on l'a dit tantôt, là, avec une forte présomption que ça allait aller du bon côté. C'est à vous aussi. Est-ce que c'est le même procureur qui doit réanalyser la décision du juge, à savoir si, dans les 30 jours, on va aller en appel de cette décision-là? Des fois, oui. Des fois, non. Ça dépend. Puis, des fois, on a la preuve à notre dossier, puis on a une perspective raisonnable de condamnation, puis sur papier, hey, c'est intéressant, puis on pense qu'on va être capable de faire notre preuve, mais ça se peut, rendu au procès, les gens changent leur version, modifient leur version. Alors, ça, il faut en tenir compte quand on va analyser les chances d'appel. Mais effectivement, si un juge se trompe, que ce soit en droit ou dans la manière qu'il a analysé les faits, puis que ça a un impact sur le dénouement, bien là, on va analyser la possibilité d'aller en appel. Et puis ça peut être le procureur, mais souvent, ça va être en équipe de procureurs. On a des procureurs qui sont spécialisés en appel, alors qu'ils vont regarder les critères, parce qu'il y a des critères... Vous travaillez beaucoup en équipe, donc c'est ce que je comprends. Oui, il y a beaucoup de travail d'équipe, c'est sûr. Là, mais
le DPCP, c'est le plus gros cabinet de droit criminel du Québec, là. Alors, on a près de 800 procureurs, on a des spécialistes dans plein de domaines, on est toujours à la page des nouveaux développements jurisprudentiels de droit. Alors, c'est la force d'avoir un aussi gros cabinet, si on veut, entre guillemets, c'est qu'on a des ressources qui sont quand même importantes, puis on a des procureurs spécialisés dans chaque domaine. Quand vous en perdez un qui devient juge, fait que ça fait moins mal vu que le bassin est quand même très grand? Heureusement, mais ça dépend. Il y a dans certains bureaux où il y a moins de procureurs, où ça peut laisser des gros vides, parce que souvent, ceux qui vont être nommés juges, c'est des procureurs qui ont de l'expérience, qui en ont vu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont nommés juges. Alors oui, des fois, ça crée des vides, puis mais heureusement, on a un grand réseau, puis on est capable de pallier à ça. Est-ce que le procureur doit appliquer? Est-ce qu'il doit lever la main en disant, moi, je serais intéressé, mais peut-être vous ne me choisirez pas, mais donc il doit lever la main? Mais il ne lève pas la main littéralement parce que ça reste confidentiel. Alors, tous les avocats qui veulent l'appliquer pour devenir juge, ils doivent attendre qu'il y ait un concours, ils doivent envoyer une application, une candidature, puis ensuite, il y a un processus de sélection qui se fait. Alors, ça reste secret. Ils sont obligés de garder ça secret. Alors, quand on l'apprend, c'est généralement à la dernière minute. On apprend, aujourd'hui, il a été nommé juge, donc on apprend qu'il a appliqué comme juge. Ça veut dire qu'on va pas consulter, mettons, on va pas vous consulter à savoir les références. Est-ce que ça nous ferait un bon candidat? Il n'y a pas de... Tu sais, des fois, on le fait au niveau de l'entreprise, qu'on va engager un employé, on va aller voir avec ses anciens employeurs, ou vous, là, il n'y a personne qui va être consulté? À ma connaissance, non. Il n'y a jamais personne qui m'a appelé pour me consulter sur un de mes collègues à ce niveau-là. Mais non, je ne penserais pas que ça soit analysé sous cet angle-là. Il y a des vérifications certainement qui sont faites au niveau des antécédents judiciaires. Il y a des entrevues là, aussi qui se font assez poussées. Il faut donner beaucoup d'informations lorsqu'on applique comme juge parce qu'on veut s'assurer vraiment de la probité de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des mauvaises fréquentations? Est-ce qu'elle a des squelettes dans son placard? Alors, il y a beaucoup de choses à vérifier là, quand on veut nommer un juge. Mais il y a combien de nouveaux juges par année? Ça, c'est une bonne question parce que ça va dépendre des retraites. Généralement, les juges quittent à la retraite, là, donc entre 65 et 70 ans. Je vous dirais, là, si j'évaluais ça, peut-être une vingtaine de nouveaux juges par année, sur un total d'à peu près 300, 350. Là. OK. Et là, dans l'ensemble du Québec, quand on regarde le DPCP, est-ce qu'on peut dire, oui, vous travaillez beaucoup en équipe, mais qu'on a, vous avez parlé de peut-être 800 procureurs, on est en mesure vraiment de traiter tous les dossiers. Il y a pas, souvent on dit dans beaucoup de départements, peut-être moins la justice, mais on est en sous-financement. Je sais qu'il y a bien des avocats de la défense, d'aide juridique, entre autres, qui ont pas suffisamment de moyens pour bien représenter leurs clients. Est-ce qu'au DPCP, on vit pas ce problème-là? On a vraiment suffisamment de monde et, comme vous l'avez dit plus tôt, là, les fonds nécessaires pour faire avancer la machine? Mais il y a beaucoup de dossiers, ça c'est clair. C'est une poursuite souvent qui est de volume, là. Alors, on a des centaines de dossiers par année. On priorise. Généralement, là, les dossiers où on a des victimes en situation de vulnérabilité, alors les crimes sexuels, les crimes de violence conjugale, les crimes sur les enfants, les crimes sur les aînés, ça devient la priorité. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas juste l'option d'accuser ou de ne pas accuser. On a des programmes de mesures de justice alternative aussi qui existent. Alors, on peut référer des dossiers qui s'y prêtent. Genre d'arbitrage? Ben non, c'est plutôt comme des mesures de rechange, de la déjudiciarisation. OK. Alors, on peut envoyer ces gens-là vers des programmes. Alors, ce sont des crimes de bien moindre importance. Généralement, là, alors on peut parler de vol à l'étalage ou de chicane de voisins, parfois qui a un peu dégénéré. Ce genre de dossiers-là peuvent être référés à des organismes. La personne peut être sujette à des mesures. Alors, on peut lui faire des travaux communautaires, faire des dons à des organismes, faire des thérapies. Puis, une fois que cette personne-là complète, qu'elle est repentante, là, qu'elle s'excuse, puis qu'on pense que finalement la mesure a porté fruit, on peut déjudiciariser le dossier. Alors ça permet aussi de désengorger le système, ces programmes-là, puis de réserver le temps de cours aux pires dossiers, ceux qui méritent d'être entendus, puis pour lesquels on ne peut pas négocier. Oui, mais on trouve que l'appareil judiciaire est extrêmement lent. J'ai été nommé ministre de la Justice hier. Félicitations. Et je vous appelle, merci, je vous appelle, Maître Bastien, je dis, OK, moi, mon premier mandat, c'est de faire accélérer la machine parce que les délais, puis c'est pour ça que Jordan existe, l'arrêt Jordan, c'est qu'il y a eu des délais déraisonnables dans plusieurs causes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer à long terme peut-être, mais d'accélérer la machine pour que ça aille un peu plus vite, un peu à l'image des fois des Américains, peut-être qu'ils condamnent trop vite, là, mais au moins une cause, un crime est commis, la cause sera pas dans 10 ans, là, ça va être là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la vitesse de la machine? Mais
c'est sûr que la vitesse des procédures judiciaires, en soi, ça peut être un irritant parfois. Ça peut nuire à la justice? Ça peut nuire à l'image de la justice, mais de manière générale, depuis l'arrêt Jordan, les procédures se sont accélérées beaucoup. Là. Avant l'arrêt Jordan, c'était pas rare de voir des dossiers qui pouvaient durer 6, 7, 8 ans. Aujourd'hui, on voit plus ça. Le plafond maximal pour la plupart des crimes, c'est 18 mois de délai. Alors, c'est sûr que ça rapetissait, en tout cas, ça réduit beaucoup les délais, mais il reste quand même cette impression-là que c'est peut-être pas assez rapide. Il faut savoir aussi qu'on est dans un cadre juridique qui relève du droit fédéral. Alors, la Cour suprême, c'est elle qui rend les décisions sur les droits des accusés. On a la Charte canadienne des droits de la personne qui protège aussi les droits des Canadiens, mais c'est surtout ceux des accusés dans le système de justice criminelle qui sont invoqués. Alors, tout ça, ça crée des droits. Ça rend le tout plus complexe. Puis il faut dire aussi que le droit c'est complexifié avec le temps. Alors tout ça, ça ajoute, c'est un cocktail, si on veut, qui fait que c'est difficile d'aller vite si on veut bien faire. Je comprends. Mais est-ce que vous, comme procureur du DPCP, vous avez des trucs pour étirer un 18 mois? Si vous faites, mettons, une demande de complément d'enquête, est-ce que ça vous donne des mois supplémentaires ou si on doit rentrer dans le 18 mois? Ça nous en enlève. Alors au contraire, nous, les procureurs, okay. Là, le truc qu'on veut, c'est avoir une date de cours le plus rapidement possible. Alors, premier juge disponible, on sélectionne la date. Un juge. Vous choisissez. À la défense, ils nous ont confirmé qu'ils choisissaient des juges favorables à leur cause. Vous faites pas ça. Non. Moi, ça m'a fait sourciller beaucoup quand j'ai entendu ça parce que un juge, c'est un juge. Un juge, là, il doit juger en vertu de la preuve puis du droit. Mais Bastien, vous savez très bien que ça se fait puis qu'ils vont choisir un juge en telle matière sexuelle et lui, il va être plus consentant en matière de drogue. Lui, il va être un peu plus favorable. Non? Pour un procureur de la Couronne, moi, je vous confirme qu'il n'y a aucun procureur de la Couronne qui va dire, moi, je vais choisir un juge. Pour moi, c'est aussi logique que de dire, je vais consulter l'horoscope pour voir dans quel mois je devrais faire mon procès. C'est aussi efficace que ça. Tant qu'à moi, là. Puis c'est simple, parce que le juge, il va pas changer la qualité de ma preuve. Il va pas faire que mes témoins vont mieux témoigner. Il va pas faire que mes plaidoiries vont être plus éloquentes puis plus convaincantes. Alors pour moi, ça change rien. Un juge, c'est un juge. Moi, je veux le premier juge. Vous le voyez pas comme un humain, vous? Ben oui, c'est un humain. Mais comme tous les humains. Alors, il doit être neutre, là, aussi, dans son rôle. Il doit être neutre. Il doit se fier sur la preuve puis sur le droit. Alors pour nous, c'est clair qu'on veut le premier juge disponible. On veut que ça aille le plus vite possible. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté, non. Mais vous avez à avoir l'accord de la défense pour la sélection d'un juge et d'une date de procès, par exemple. Il faut finalement que les deux parties, lorsqu'on va à la cour, on a un calendrier de disponibilité. Alors, on voit c'est quoi les prochaines dates de disponibilité pour des procès. Souvent, il n'y a pas nécessairement le nom du juge là, sur la date. Alors, OK, mais ça, on semblait dire que oui. Peut-être qu'ils ont certains peuvent avoir des informations, mais moi, je vous dirais, ce que j'ai entendu, ça a fait sourciller aussi des avocats de défense là, qui se sont dit, OK. Puis moi, les bons avocats de défense... C'est l'aspect de Maître Montmigny, lui, il voit ça de même. C'est pas tout le monde qui voit ça de même. C'est difficile de parler pour lui, mais moi, j'ai des procureurs puis des avocats, de défense avec qui je travaillais. C'était la même chose. On voulait le premier juge, puis la force de mon dossier, c'est mes arguments. Est-ce que je vais être capable de soulever un doute raisonnable? C'est ma preuve au dossier, là. Alors, c'est pas est-ce que le juge va penser... Qu'est-ce qu'il va penser de ce dossier-là? On peut pas vraiment anticiper ça, là. Vraiment. Là, est-ce que vous êtes détesté des avocats de la défense ou c'est des... Personnellement? Ou... Ouais, on l'a vu, là, je veux pas aller dans le fictif, mais il y a une télésérie québécoise là, qui s'est passée en cours. Indéfendable. Ouais, tu sais, des fois, on voyait que... Ça s'aime pas trop là-dedans. Elle était bitch, hein, la procureure de la Couronne, je me souviens vaguement. Maître Biron, là. Oui, c'est ça. C'est très bon. Non, puis ça, je vous dirais, c'est vraiment de la fiction parce que... puis ça nous faisait beaucoup jouer. Une série télévisée qui est beaucoup plus représentative, c'était Toute la vérité. Si jamais ça vous intéresse, ça, c'était basé sur des faits vécus, là, des vraies situations, parce que c'est des procureurs qui rédigeaient, mais qui écrivaient en partie cette série-là, très intéressante. Et ça, quand on la regardait, on disait, ça, c'est la vraie vie. Okay. Les séries, depuis, c'est pas la vraie vie. La réalité, c'est qu'on s'entend généralement bien avec les avocats de défense. Hein? C'est pas personnel. On fait un travail. On collabore beaucoup ensemble, justement, pour restreindre le débat, trouver des voies de passage. Alors non, moi, je vous dirais que la vaste majorité des cas, il y a sûrement des cas d'exception, là, mais dans la vaste majorité des cas, on s'entend bien. On respecte le travail l'un de l'autre. Puis c'est pour moi, comme procureur, puis je suis convaincu que mes collègues sont d'accord, là,
On aime ça, avoir un avocat de défense parce qu'il comprend le droit, ça accélère les choses, on peut cibler le débat. Alors, un procès qui prendrait 2 semaines avec une personne qui se représente seule, bien, ça va peut-être prendre 3 jours avec un avocat de défense. Alors, c'est dans l'intérêt, généralement, du système de justice d'avoir des avocats. Dernière chose, j'ai été nommé procureur du DPCP hier. Grosse nomination. OK. Puis là, ma première cause, c'est un cas, mettons, je sais pas, j'essaie de... C'est un cas, mettons, de vente de stupéfiants, là, et un cas majeur, il y avait des grosses quantités, mettons. Puis là, on s'en va vers le procès. Mais si je baisse les charges, puis il va plaider coupable, donc avec une peine moindre, j'ai-tu un boss à qui doit me faire approuver avant d'acquiescer à une diminution des accusations en échange d'un plaidoyer de culpabilité? Est-ce que les procureurs du DPCP doivent demander l'autorisation à quelqu'un? Pour la plupart des cas, non. Alors, ça se fait, c'est un pouvoir discrétionnaire. On a beaucoup d'autonomie. Mais dans la réalité, on va se consulter entre nous, souvent, dans des dossiers qui sont un peu plus touchés ou compliqués. C'est sûr qu'on se consulte entre nous. On peut consulter les procureurs-chefs aussi. Puis dans certains cas, par contre, oui, il faut obtenir l'approbation. Alors, lorsqu'on parle d'un dossier où il y a eu mort d'une personne ou lorsqu'il y a eu des blessures très graves, si on veut modifier les accusations, oui, généralement, il faut obtenir l'autorisation d'un procureur-chef. Quand les accusations touchent un membre de la justice, que ce soit policier, avocat, même des juges, je pense aux juges de l'île, est-ce que c'est les dossiers les plus délicats puis les pas le fun au DPCP, ceux-là? C'est dur à dire. Moi, j'ai fait des dossiers dans lesquels j'accusais ça m'est déjà arrivé d'accuser des policiers. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on prend des procureurs d'un autre district qui n'ont pas eu de contact avec le corps de police. OK. Est-ce que c'est plus délicat? Pas nécessairement. Mais vous créez une distance quand même. Ah ben oui. Puis pas juste une distance réelle, une distance en apparence aussi. On veut non seulement que ce soit un procureur qui n'a rien à voir avec le policier ou le corps de police, mais on veut que ce soit quelqu'un qui visiblement n'a rien à voir. Autrement dit, même si je ne connais pas le policier du corps de police de ma ville, on va aller chercher un procureur de l'extérieur, là. Des fois, même dans certains cas, on va aller chercher un procureur fédéral. Alors, ça peut dépendre. J'avais déjà dit dernière chose, mais j'en ai une dernière chose. Est-ce que... As-tu une troisième job, là? Oui, c'est ça. Tu t'as trouvé une autre job? Oui, je suis criminel, là. Okay. Je suis criminel, j'ai déjà été sentencé, puis je viens de me faire repogner. Est-ce que vous, au DPCP, vous dites « Hey, c'est Maître Bastien qui s'est occupé de ce cas-là, on va y redonner à lui, il est au fait un peu du personnage, mettons. » Est-ce que vous utilisez cet avantage-là parce qu'il y a beaucoup de récidives? Là, parfois. Oui, parfois, oui, ça se prête à ça, mais souvent, la personne va commettre un crime où on va se rendre compte qu'elle a commis plusieurs crimes, puis oui, on va rapatrier ces crimes-là autant que possible à un procureur. Tant que c'est dans le même district judiciaire. Évidemment, un procureur de Gaspésie, on ne le fera pas venir à Québec pour faire un dossier. Mais oui, de manière générale, on essaie de regrouper les mêmes dossiers pour les dossiers d'un même accusé avec un procureur. C'est plus efficace, puis effectivement, connaît l'individu un peu mieux. C'est une belle job, mais c'est du temps plein. Hein? C'est beaucoup de travail. J'imagine qu'il y a des gens sur appel la nuit, la fin de semaine. Puis procureur de la Couronne, il faut savoir que c'est un emploi qui est unique dans le sens qu'on ne peut pas faire d'autres jobs. Moi, je ne pourrais pas travailler comme coach dans une équipe sportive. Ah non? Non, je peux. Puis il y a plusieurs règles. Oui, la loi sur le DPCP, là, les procureurs, c'est vraiment une fonction qui est particulière dans le sens où on ne peut pas avoir d'autres emplois, sauf certains limités, comme enseigner le droit. Ça, on peut le faire en parallèle, mais sinon, je ne pourrais pas avoir un casse-croûte, je ne pourrais pas travailler comme serveur. Non, c'est vraiment exclusif. Puis ça va même plus loin que ça. Les procureurs de la Couronne n'ont pas le droit d'être membres de partis politiques. Ils ne peuvent pas participer à des activités politiques non plus. Pourtant, il y en a qui ont dû se présenter en politique, parce que la ligne est mince entre avocats et politiciens. Mais ils ont renoncé. Le procureur a dû renoncer à son statut de procureur. Alors, un procureur qui décide de se lancer en politique, il ne peut plus être procureur, il perd son statut. Il peut même pas revenir. Il pourrait revenir une fois que la politique est terminée s'il applique sur des concours, mais c'est pas garanti. C'est comme à radio, Stéphane. Tu prends 24 heures entre les deux. Tu décides que t'es politicien. T'es tel parti. Ouais. OK, donc c'est très, très sévère. Vous êtes rémunéré en conséquence? C'est pas vraiment différent des autres avocats du gouvernement, je vous dirais. Ça ressemble beaucoup, mais effectivement, c'est une particularité que seuls les avocats du DPCP ont, les procureurs. Bon, voilà. Mais on va pas fouiller dans vos conjointes. À ma connaissance. Dans ces affaires-là, ça peut être... Bon, ben, merci beaucoup, Maître Bastien, d'être venu nous voir. Très, très, très intéressant de connaître les deux. Tu sais, on parle souvent à la défense, on parle souvent d'un côté aux policiers, mais le DPCP, puis vous le dites, vous avez cette... Tu sais, c'est assez hermétique, les procureurs de la Couronne. Puis je
pense qu'il faut que ce soit comme ça. Puis c'est la raison pourquoi vous pouvez pas travailler dans d'autres choses. Je la comprends maintenant parce que on se doit se garder une certaine intégrité, indépendance, voilà, très, très importante. Voilà. Alors, c'est un travail qui est quand même assez complexe. Merci d'être venu nous voir. Avec plaisir. Notre invité, il est procureur ou directeur des poursuites criminelles et pénales au DPCP et porte-parole également, Maître Lucas Bastier. Nous, on revient dans un instant.